Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. C'est un métier qui s'exerce presque dans l'ombre. Des petites mains au service de grandes constructions que nous vous proposons de découvrir dans ce nouveau numéro. Un métier où il ne faut pas avoir peur du noir, être claustrophobe. Un métier où il faut faire preuve de rigueur, de concentration et surtout avoir confiance en ses pairs car c'est avant tout un travail d'équipe. Je veux vous parler des scaphandriers. Par exemple, dans le port, quand on a enlevé les corps-morts, là, qu'on a déplacé, là, on suivait la chaîne, c'est tout. Quand c'était plaque, tu fermais les yeux ou tu ouvrais les yeux, c'était la même chose. Voilà, le Shark Shield, c'est un appareil en boîtier qui émet des ondes et que les requins n'aiment pas du tout, donc il reste à une dizaine de mètres. Nous sommes allés à la rencontre d'une société calédonienne de travaux sous-marins qui exerce tout type de chantier comparable à ceux effectués sur Terre, sauf que là, c'est sous l'eau que tout se passe. Avec du matériel et des outils adaptés, les plongeurs évoluent dans des conditions parfois difficiles avec très peu de visibilité, voire pas du tout. Le mot d'ordre est sécurité pour un métier classé parmi les plus dangereux du monde. Dans cet épisode, il sera aussi question d'un peu d'histoire. Nous avons rencontré Marceau Rousselot, fils de Léopold Rousselot, un des premiers scaphandriers professionnels à avoir contribué à l'aménagement du paysage maritime de Nouméa, qui a rempli aussi bien d'autres missions pour la Nouvelle-Calédonie. Autrefois appelés les pieds lourds, on dirait des astronautes sous l'eau. Pour mieux nous en parler, rencontre avec Alain Lebréus, passionné d'histoire du monde marin. Plonger dans un métier chargé d'histoire, c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. Aujourd'hui, on va partir avec le loyauté. Ça sera une intervention narguilé et casque. On va déplacer un corps mort de 5 tonnes 500. L'opération est dangereuse, pourquoi? Là-bas, il n'y a pas trop de visies. Au moment, il faut qu'on sache exactement où on va mettre le parachute quand il est mis sur le corps mort. Je veux qu'il y ait un petit balisage qui le balise en surface. Pour toutes les opérations de relevage, il n'y a personne au-dessus du parachute, parce que quand on gonfle, si jamais il y a une sangle qui casse, le parachute remonte à pleine vitesse, vous savez ce que ça donne, on peut rester paraplégique, tétraplégique à vie ou être tué sur le coup. Oui, je te reçois fort et clair. Un corps mort de 5 tonnes qui est un peu décalé le long d'un quai parce que là on a 80 corps morts sur le chantier de Moselle et on stocke nos corps morts au fond et dès qu'on a une queue disponible on les relève. Donc aujourd'hui on va en déplacer un qui est un peu gênant, on va le remettre contre le quai. 80% de la réussite du travail, ça c'est en amont, c'est en surface, c'est les équipes. Après le scaphandrier n'a qu'à exécuter tout ce qui a été préparé, tout ce qu'on lui a dit. Il est où ton corps mort? Il est par là, là. Dites-moi les garçons, là c'est vous qui allez plonger, C'est ça. assister des garçons sur le bateau pour vous la sécu. Et là le corps mort ça consiste en quoi? C'est quoi? Il est dangereux? Il y a un danger potentiel? On a un corps mort qui est ici présent, qui fait environ 5 tonnes 5 et du coup qui gêne les bateaux pour qu'ils ne peuvent pas venir s'amarrer au niveau du quai. Donc nous là on va le relever à l'aide d'un parachute rempli d'air et ensuite on va le tracter, l'éloigner de la zone pour qu'il libère le champ et que les bateaux puissent venir accoster en toute sécurité, quoi. Ça fait partie du quotidien? Oui. Un Ouais, corps mort comme... Oui, c'est assez quotidien. On en a fait notamment plusieurs pour les travaux à Port-Moselle. On en sortait plusieurs par jour, c'est jusqu'à une dizaine de corps morts par jour.
Et oui, c'est un travail qu'on fait assez régulièrement. Ouais. On parle de métier dangereux, il y a de la passion, il faut être animé par la passion. Parce que... Oui, c'est sûr. Après, il y a des règles à respecter. Et si on fait le travail en sécurité, il ne va pas avoir de soucis. Ouais. Donc là, c'est une manip, un corps mort de 5 tonnes, pour vous, c'est comme un petit Lego à soulever. Puis... C'est ça, ça fait partie du quotidien. Ok, bon, on va voir ça alors. Merci. Bon courage. Donc ça, là, tu pars avec combien de kilos un peu sur ton dos, sur ta tête? Là, je sais que j'ai déjà dans ma stable, c'est des kilos j'ai 4 kilos déjà dans ma stable. Après, j'ai un biberon de 3 kilos. 3-4 kilos, 5 kilos. Et avec le casque, ça fait 17. Ça fait 17 kilos le casque. Ouais. Donc on est quasiment à 30 kilos, voilà. Ok. Mais après, dans l'eau, c'est plus léger. D'où l'origine des pieds lourds. Pourquoi les pieds lourds? Parce que les gens se plombaient les chaussures. Parce que comme il y a de l'air dans la tenue, alors pas lui parce qu'il est en humide aujourd'hui, mais les volumes constants, enfin les volumes fermés, il y a de l'air dedans. Et donc la flottabilité, il faut la compenser par du poids. Et les gens se mettaient il y avait des grosses semelles en plomb sur les chaussures. C'est pour ça qu'on appelait les pieds lourds. Et alors au final, le métier, la méthode a évolué, les outils ont évolué, la technologie a évolué, mais finalement le métier reste le même. Le métier reste exactement le Et les même. techniques sont les mêmes aussi. Là, je vois qu'il faut être assisté. Enfin, Il faut être un scaphandrier toujours assisté pour être équipé. Et ensuite, il a un tendeur pour son narguilé, parce qu'il ne faut pas que le narguilé s'en mêle au fond. Donc en permanence, on va reprendre du mou pour être sûr que ça ne s'en mêle pas. Alors quand il n'y a pas de visibilité, au fond, il y a des rochers, il y a de la ferraille. Et à un moment, le scaphandrier, il est dans le noir, il ne faut pas qu'il se sente coincé. Il ne peut pas remonter parce que c'est bloqué. Donc nous, en permanence, on lui règle son narguilé. Parce que là où il va plonger, là, il va pas avoir des petits poissons clowns et des beaux coraux. Hein. Non, alors vous allez voir aussi, les plongeurs vont mettre les Shark Shield, parce qu'il y a des requins partout. Okay. Donc c'est cet appareil. Ah ouais. Voilà, le Shark Shield, c'est un appareil en boîtier qui émet des ondes et que les requins n'aiment pas du tout, donc il reste à une dizaine de mètres. Ça devient l'outil aussi indispensable. Le Shark Shield est au scaphandrier ou au plongeur ce que la ceinture de sécurité est pour le conducteur d'une voiture. Okay. C'est obligatoire. On ne monte pas dans sa voiture, on ne commence pas à conduire si on n'a pas mis la ceinture. Okay. On ne va pas dans l'eau si on n'a pas mis un Shark Shield. Voilà, pour nous, on simplifie. Okay. Comme ça, tout le monde a compris. Donc, vous voyez, il y a Gaëtan est prêt. Lui, il est en scuba, là, en bouteille. Il n'est pas en scaf. Il va assister au fond. Sécu. Voilà. Et lui, il a un Shark Shield également. Pourquoi? Il peut s'éloigner de plus de 10 mètres du plongeur et il est plus protégé par les ondes. Donc, on ne prend pas de risque. Là, il part pour combien de temps de travaux sous-marins, de plongée? Ça va être une plongée qui va être relativement courte, qui va durer une demi-heure. Une demi-heure, 3/4 d'heure. On prépare le parachute, c'est un moyen de relevage de 5 tonnes. Du coup, ça consiste en quoi? Vous allez le placer en dessous? Comment ça va marcher? En fait, au bout là-bas, là, vous avez une grosse manille qu'on met sur la cigale du corps mort, la petite anse pour le permettre de le déplacer sur terre et tombe dans l'eau. Et au final, après, ça fait comme un parachute, en fait, comme une grosse bulle. Vous le gonflez d'air? En le raccordant ici avec un cam block, c'est comme une grosse tête de chat, mais en plus sécurité.
Et après, on ouvre la vanne ici, on envoie de l'air, peu importe la profondeur, tout ça. Tant qu'on a de l'air, on peut l'envoyer. Il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Et une fois qu'il est arrivé à sa limite de la capacité pour accumuler l'air dedans, il purge en fait. Dans le jargon de la plongée, on appelle ça un parachute qui dégueule pour dire qu'il est bien rempli. Jean-Pierre, dans ce métier, on est avant tout plongeur ou on est avant tout travailleur dans le bâtiment, touche à tout? Alors, dans ce métier, déjà, c'est un métier technique. Donc nous, on aime bien recruter des gens qui, à l'origine, étaient mécaniciens, soudeurs. Ah, attends, il m'appelle. Oui, contrôle, j'écoute. Ok, je te balance de l'air dans le pneumo. Vous êtes en constante communication, ça lâche jamais. Tout le temps, tout le temps. C'est la base. C'est la base, c'est la sécurité. Ça, le scaphandrier, c'est arrivé rapidement, la radio, la communication, Oui. hein, dans ce métier. Oui, mais même quand il y avait les casques lourds, ils avaient déjà inventé des téléphones sous-marins. C'est ça, hein. Ok, j'ai fermé le pneumo. Et alors, on est avant tout bricoleur. Alors, oui. il faut être, Comme tu dis, les soudeurs. j'appelle ça, il faut être les MacGyver de la plongée ou les géos trouvent tout. C'est-à-dire que nous, on dépend du BTP. Donc tout ce qui se fait à terre, on va le faire sous l'eau. À part que bien souvent, sous l'eau, ça se complique. Dans tous les domaines. Tout est adapté, du coup, les outils, comment ça... Tout est adapté, à part que les outils ce sont des outils hydrauliques. En BTP terrestre, par exemple, les marteaux-piqueurs, il y a de l'hydraulique, mais il y a beaucoup d'air. Oui, surface, j'écoute. Oui, tout est ok, le parachute est bien placé, la planche est en sécurité. Ok, reçu, les plongeurs, vous revenez en surface, vous écartez, vous venez en latéral du remorqueur. Vous pouvez remonter. Ouais, donc, c'est du BTP sous-marin et tous nos outils sont adaptés aux travaux sous-marins. Bien souvent, tout est doublé, c'est-à-dire qu'on a 2 marteaux-piqueurs, 2 drills, des valises comme ça, plongeurs, on en a 3. On a doublé, voire triplé le matériel. Donc là, vous reposez le On le corps repose en sécurité. en il gêne plus sécurité personne. dans une zone où ça ne gêne pas les accostages. Et la grue viendra le chercher plus tard. Voilà, quand on en aura plusieurs qu'on va mettre là, il y aura une grue, on les enlève en moyenne 10 par 10. D'accord. Voilà. Au final, on voit que c'est une sacrée logistique quand même. Oui, c'est une opération simple, mais c'est pas parce que c'est simple, une opération toute simple, où on peut dire on va mettre que 2 personnes ou 3. La sécurité, c'est ce qu'il y a de prioritaire. Donc aujourd'hui, on a des consignes très strictes de la direction du travail. Avant d'appareiller tous les matins, sur chaque chantier, on doit faire l'évaluation de nos risques professionnels sur chaque activité qu'on va faire dans la journée. Et si on respecte ça, normalement, il n'y a pas d'accident du travail. Alors nous, on ne peut pas dire jamais, hein, on est dans un monde hostile. On est dans le noir, il y a des requins, voilà. Et nous, pour le moment, on n'a pas d'accident du travail parce qu'on respecte ce qui est demandé. Des fois, on va travailler dans des tuyaux de diamètre 800 sur 80 mètres de distance, dans des stations de pompage à la SLN, par exemple. Eh bien, moi, je demande que les volontaires en priorité. Je n'envoie pas quelqu'un qui ne se sent pas de faire un travail. Ce jour-là, ouais. Parce que envoyer quelqu'un qui ne se sent pas faire un travail,
c'est déjà provoquer l'accident du travail. On est scaphandrier parce qu'on est costaud, on est jeune, on est vaillant. On est scaphandrier parce que c'est un métier passion aussi. On est scaphandrier. Alors on est scaphandrier, nous on prend que des jeunes. La moyenne d'âge c'est 22-23 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont la pêche, les jeunes. Ils sont motivés, C'est un métier. ils ont un énorme potentiel et surtout ils ont une carrière à faire et on peut les envoyer faire plein de formations. Ouais. J'ai envie d'entendre aussi, excuse-moi Jean-Pierre, mais c'est que c'est un métier physique. C'est un métier hyper physique. C'est pour ça que la durée de travail dans l'eau, c'est 4 heures par jour maximum. Parce qu'on ne travaille pas dans l'eau comme à terre. C'est fermé le froid. 40 minutes de plongée, ça va là, le boulot s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé nickel. C'était propre? Oui, ça va, il y avait un peu de visi là, par rapport à hier. Comme il y a eu un remorqueur là qui a remué tout le fond, comme il n'y a pas beaucoup de fond. Mais là, il y a un peu plus de visi qu'hier, ça va, ça a été. Mais alors, des fois, tu plonges à l'aveugle, quoi. Ouais, des fois, on voit rien. Ouais, par exemple, dans les ports. Sens fonctionnent, quoi. Ouais. Après, c'est au toucher, quoi. Par exemple, dans le port, quand on a enlevé les corps-morts, là, ceux qu'on a déplacés, là, ben, on suivait la chaîne, c'est tout. C'était black. Tu fermais les yeux ou tu ouvrais les yeux, c'était la même chose. Et c'était tout au toucher. Les manies, dès qu'on trouvait une manie, ben, on avait notre marteau accroché sur nous. Il fallait enlever toutes les manies du corps mort, voir s'il n'y a rien de gêné pour pouvoir le lever. Alors là, c'est pareil. Du coup, dans ces cas-là, ton équipement, enfin, tout est précieux, tout est bien placé. Oui, tu c'est connais nous par qui cœur. plaçons, c'est le plongeur qui place ses outils où il veut pour pouvoir bien les retrouver. Comme ça, il n'a pas d'emmerde quoi sous l'eau. Ok. Donc là, j'ai envie de dire opération facile. Réussi quoi, accompli. Réussi, accompli. Oui. Un scaphandrier, et tout se passe bien une fois qu'il est remonté, Oui. c'est quand il est décasqué. Décasqué. Un peu d'histoire avec Alain Lebréus qui est passionné, qui a fait énormément de recherches sur le métier de scaphandrier ici en Nouvelle-Calédonie, avec les anciens pieds lourds qu'on appelait à l'époque. Je vous propose de regarder, on se retrouve après. Les pieds lourds, d'une part, ils avaient un équipement qui était très important, puisqu'ils avaient non seulement le casque, qu'on connaît, mais ils avaient également une combinaison. Et puis, pour qu'ils puissent rester à la verticale au fond de l'eau, eh bien, on leur mettait aux pieds des grosses chaussures en plomb. Donc, effectivement, c'était difficile de se mouvoir, donc avec ces grosses chaussures en plomb, surtout à l'extérieur. Encore dans l'eau, on arrivait à se mouvoir, mais à l'extérieur, il fallait des aides pour aider ces scaphandriers à mettre leur équipement et à se mettre à l'eau surtout. C'est une des dernières photos qu'il avait plongé au petit quai des volontaires. Et il se préparait à descendre là pour contrôler les travaux qu'ils avaient effectués, les coulées de béton et puis pour y gérer la position des pieux pour mettre les pieux, la construction du petit quai, quoi. C'est pas autonome, là. Ces pieds lourds ont fait l'aménagement, finalement, des ports, que ce soit Nouméa, que ce soit Népouy, que ce soit Thio, etc. D'ailleurs, on les retrouve partout, pas à Goumen, donc on les retrouve sur toute la Calédonie. Il a posé les filets dans les passes avec les Américains. Il plongeait, il a posé les filets pour empêcher les sous-marins japonais de rentrer. Entre la pointe Chalex et puis l'île au Brun, de façon à protéger la petite rade et la grande rade.
les Américains donc également avaient des bateaux qui coulaient sur les mines, souvent des mines comme le Coolidge, si vous le connaissez, donc à Santo, et puis les Lee U. Thompson également qui a sauté sur une mine. Eh bien, il fallait les renflouer, ces bateaux. Ben, il a fait les grands travaux sur les bateaux, là. C'était secret, ça. On l'a appris quelque temps en sa mort. Et un jour, il a fallu qu'il aille plonger au milieu de la passe, à 300 mètres du quai, du Grand Quai. 300-400 mètres du Grand Quai, parce qu'ils avaient fait tomber de l'armement, des camions, des Américains, d'un bateau. Là. Et quand il a plongé, il est descendu, l'équipe qui s'occupait de ça, enfin, c'était M. Reuter qui s'occupait de lui, qui lui avait amené la bâche, la pompe, tout, puis les hommes. Et les hommes, quand ils ont pompé, ben, ils pompaient l'air, quoi. Ils pompaient avec la pompe, là. Et je ne sais pas ce qui est arrivé, il y en a un qui était sous. Il a foutu la panique, il a fichu la panique. Et ils ont arrêté de pomper. Ils ont lâché la corde. Papa était tenu par le tuyau. Et puis, en plus, par une grande corde et une petite corde pour tirer. Quand il fallait remonter, il tirait 3 coups, 4 coups, je ne sais pas. Quand il voulait de l'air, il fallait qu'il tire sur la corde. Alors... Et ils avaient mis en marche la barque et puis parti. Pour ralentir, parti, il l'entraînait derrière. Et lui, quand il a vu que l'air n'arrivait plus bien, il a fermé la soupape du casque pour empêcher l'air de sortir. Et là, il a gonflé le scaphandre. Il est remonté à la surface et là, il a été blessé au poumon. Il a arrêté. Un beau jour, le commandant du port est venu le voir. Il dit, Léopold, j'ai personne pour emmener la Monique en Australie pour le carénage. La Monique a disparu. Là. Et mon père lui dit, je suis malade, mais enfin, ça pourrait aller. Et il a embarqué sur la Monique, il a emmené la Monique, parce qu'il était capitaine de petit cabotage. Et il a emmené la Monique en Australie pour le carénage. Il est resté pas mal de temps. Et c'est là qu'il s'est écroulé. Ils l'ont rentré à l'hôpital en Australie, ils ont constaté un cancer des poumons. Et il a rembarqué. Il a voulu à tout prix ramener la Monique. Il a ramené la Monique. Mais ça a été une catastrophe pour lui. Quand il est arrivé au quai, l'ambulance est venue le chercher, direct à l'hôpital. Et 8 mois après, il est mort. Papa, il est mort le 8 octobre 1952. J'oublierai jamais cette date. J'étais content de le voir plonger. Je voulais même plonger avec lui, mais c'était impossible. Et non, on était contents. Et quand il plongeait au quai, là, au port autonome, qu'on appelait le port autonome, le Grand Quai, il y a beaucoup de monde qui venait le voir plonger. Énormément de monde. Ils ont joué un rôle, mais c'est un rôle qu'on ne voit pas. Hein, les quais, vous ne les voyez pas, ils sont sous l'eau. Tout ce qu'ils ont gratté sous l'eau, tout ce qu'ils ont réparé, on ne le voit pas. Et ils n'ont pas laissé des choses à l'extérieur de la mer. Donc on ne sait pas ce qu'ils ont fait finalement. Donc c'est ça qui est un peu curieux. C'était des gens de l'ombre. Des gens de l'ombre. Mais nécessaires néanmoins et efficaces.
La prospection d'un chalutier qui apparemment s'appelle le Manouya. Ils vont aller le vérifier là. Identification. Et après prise de mesure pour faisabilité de renflouage. Adrien, bonjour, c'est Calédonia. Antoine, ça va? Ça va et toi? Au top, dis-moi la communication, la visibilité est correcte? Là, on a un domaine de visibilité, donc c'est pas trop mal pour le site. On est sur le quai des pêcheurs, un haut lieu de requin bulldog, c'est sympa comme plongée, non? Ouais, le voisinage est plutôt sympa. Bon, tout se passe bien. Voilà le Manouya. Magnifique, on vous dérange pas plus longtemps. Nos plongeurs, ils sont un peu au cœur de l'action, mais finalement, ils peuvent pas plonger sans vous, quoi. Vous êtes tous interdépendants, comment ça se passe? Ouais, bah c'est le plongeur, c'est sûr, qui fait tout le boulot, mais après, oui, il y a aussi l'équipe de surface. On a les 2 tenders là, qui servent pour les narguilés. Ouais. Les COH, là, moi, je prends des informations, tout ce qu'ils vont me donner, je fais la feuille de plongée, je gère les gaz, la valise. Voilà, oui, c'est sûr, non, ils peuvent pas plonger tout seuls, hein. Même si c'est eux qui font tout le boulot sous l'eau, quoi. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Les garçons, Adrien, Nelson, vous observez quoi là? Comment ça se passe? Le bateau, il est vraiment en mauvais état, c'est comment? Le bateau est bien rouillé, il a pas mal taffé dans son vrelle. Il a plusieurs trous dans le coque. Il est complètement rouillé. Là, actuellement, on est posé droit sur l'étrave. Donc il repose vraiment sur le fond, sur son étrave. C'est ça. Et là l'objectif, c'est de prendre quoi? Les mesures, la largeur, la longueur? C'est ça. Le but était de voir donc, les dimensions du bateau et de voir s'il était possible de passer une chaîne haute résistance sous la quille pour pouvoir le remonter à son surface. Merci les garçons. On a 9 mètres de fond. Cyril, on te laisse continuer. À tout à l'heure. Merci. Merci, À tout à l'heure. bon courage. Jean-Pierre, j'ai envie de te poser une question, mais peut-être un peu évidente, mais en Nouvelle-Calédonie, le métier de travailleur sous-marin, il a de l'avenir, scaphandrier? Alors c'est un métier qui a de l'avenir parce que les travaux maritimes, il y en a de plus en plus. Des sinistres, il y en a de plus en plus. Les bateaux qui coulent, il y en a de plus en plus. Donc vous voyez, on est entouré d'eau. C'est un pays qui ne peut pas se passer de scaphandrier. Voilà, de vrais scaphandriers, parce que vous avez vu, c'est des équipements spécifiques. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que le cadre législatif évolue pour que tous les gens du pays, tous nos petits gars du pays puissent aller faire le cours de scaphandrier en métropole et travailler en toute sécurité. Nous, on a anticipé la réglementation parce qu'on ne se voyait pas travailler avec la réglementation actuelle qui est obsolète. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le métier de scaphandrier. C'est good. Merci. C'est bon.